faut pas se fixer de limite. La planète, aujourd'hui, on considère qu'elle est quand même en souffrance. L'humanité fait souffrir la planète, donc la solution, elle vient de nous. C'est à nous d'améliorer les choses sans limite. Il faut vraiment faire le maximum aujourd'hui parce qu'il y a vraiment une urgence. Et c'est ce qu'on essaye modestement, en tout cas, de faire avec Grain de Sel. Grain de Sel, c'est plusieurs métiers en même temps. On est à la fois torréfacteur et chocolatier et on a décidé d'associer cette production à un transport maritime décarboné, c'est-à-dire qu'on est également armateur avec un navire qui exporte des vins vers New York pour éviter que le bateau parte à vide, mais qui surtout ramène des cacaos et du café pour nos besoins de production. Donc ça permet d'avoir au final des produits qui viennent de loin, mais qui ont un bilan carbone sur le volet maritime qui est très bas. On part du principe et de l'hypothèse que tous les ans, la Terre reçoit 8000 fois la consommation humaine en termes d'énergie. Ça va être le solaire, ça va être le vent, ça va être l'éolien, ça va être les marées. Mais cette énergie, elle nous entoure, elle est présente. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser ce qui nous entoure. Aujourd'hui, on a un navire qui est propulsé à la voile, sur lequel on est autonome en énergie en produisant nous-mêmes les énergies à bord avec des panneaux solaires, des hydrogénérateurs et des éoliennes. C'est vraiment une compilation et une concaténation des technologies qui existent aujourd'hui qui permettent d'obtenir un bateau qui soit un bateau moderne, au goût du jour, très efficace et qui permette vraiment de faire du transport. L'économie carbone sur notre navire, on l'estime, elle est 17 fois moins importante qu'un cargo classique. Il y a 3 valeurs dans le développement durable. Il y a l'environnement, le social et l'économie. L'entreprise Grain de Sel, elle est vraiment sur les 3 à la fois. Le volet environnemental, des produits bio, un bilan carbone optimisé. Le volet social, on travaille avec de la main-d'œuvre en situation de handicap et on essaye de proposer des produits à coût raisonnable. Et le troisième, c'est l'économie. Il faut que la société soit rentable pour pouvoir durer. Et c'est ces 3 piliers en fait, qu'on essaye vraiment de tenir coûte que coûte parce que c'est ça qui fait que l'entreprise va durer. La première valeur de l'entreprise, c'est le goût. Ça nous oblige à aller chercher les vrais bons produits, ceux qui vont donner du goût au produit final. Donc c'est beaucoup de déplacements pour aller rencontrer les producteurs et trouver vraiment les meilleures fèves de cacao, les meilleurs cafés. Et aussi vérifier que les producteurs d'origine sont correctement rémunérés pour que toute la chaîne fonctionne de manière harmonieuse. L'idée, c'est vraiment regarder l'avenir avec le sourire, montrer qu'il y a plein de choses à faire. Et pouvoir me retourner dans 50 ans, dire à ma fille, tu ne pourras pas me reprocher de ne pas avoir agi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, vous n'avez pas endormi là pendant le film? Ok. Donc je suis Olivier Varro, voilà, on m'a déjà présenté. Celui que vous avez vu dans le film qui me ressemble, c'est mon frère jumeau, c'est Jacques. On a une ressemblance, mais on a des compétences qui sont très, très complémentaires. Moi, je suis plutôt créatif, j'aime bien créer des projets un peu dans tous les sens, et Jacques est beaucoup plus rationnel en fait, et gestionnaire, donc il faut ça évidemment, il faut plusieurs choses dans une seule société pour que ça marche. Et puis après, il y a également tous les autres collaborateurs de la société, on est à peu près 60. Donc voilà, il faut tout ça pour que ça marche, une bonne idée et une mise en œuvre réussie pour qu'on puisse correctement avancer. Voilà. Je vais vous faire une présentation rapide de Grain de Sel et après on fera un focus sur la problématique du transport maritime et de la décarbonation qu'on essaye de mettre en œuvre aujourd'hui. Voilà, donc Grain de Sel a été créé en 2012 et on a donc commencé par d'abord commercialiser des cafés et des cacaos, simplement parce que l'idée de départ, la première idée, je l'ai eue d'ailleurs ici à Paimpol, donc c'est pour ça que ça m'amuse d'être là. C'est un copain qui m'a appelé, qui était marais salant, donc saulnier, donc à Noirmoutier, qui avait un marais salant, et qui donc produisait son sel avec ses petits bras et le soleil. Et puis il me dit, j'ai trouvé un vieux gréement pour transporter mon sel, parce que je ne veux plus le transporter avec des camions pétrole. Viens me voir, toi qui investis dans des projets environnementaux, qui t'intéressent à toutes ces problématiques-là, ça va sans doute te plaire. Donc je suis allé le voir ici,
Et puis je monte sur un bateau qui s'appelait le Fria, c'était un 3-mâts en acier. Il me raconte son histoire de sel, et puis au bout de 2 heures, je lui dis, écoute, je pense que le sel, il vient pas d'assez loin pour mettre des navires à la voile en service. Et surtout, le bateau sur lequel on est, je pense que c'est l'un des plus mauvais voiliers que j'ai jamais vu. Si on part dans la baie de Paimpol avec, dans un quart d'heure, je pense qu'on est par le fond. Donc voilà, je lui dis, c'est pas la bonne idée, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Revoyons-nous dans une semaine, réfléchis de ton côté, je réfléchis du mien. On va faire quelque chose, mais ce sera sans doute pas ça, voilà, on va le faire différemment. Et donc c'est ça qui a abouti finalement au projet Grain de Sail, à cette idée. Et voilà, Stéphane Guichen, voilà, je le cite à chaque fois, c'est lui qui a semé la graine un jour dans ma tête et qui a permis de développer ce projet. Donc tout de suite, on s'est posé la question de savoir c'est bien de vouloir relancer la construction de navires modernes à la voile, donc de cargos normés marine marchande à la voile, parce que très rapidement, on a compris que c'était ça qu'on voulait faire. Mais qu'est-ce qu'on met dans ces bateaux? Donc on a tout de suite cherché quels étaient les produits les plus adaptés finalement à mettre dans des cargos à voile. Donc on a décidé de transporter des produits qui, si possible, venaient de loin, donc contrairement au sel, pour justifier donc cette mise en œuvre qui était peu évidente. Des produits dont raisonnablement personne n'avait envie de se passer, et des produits qu'on ne pouvait pas produire en Bretagne, par exemple, ou même en France. Donc les cafés et les cacaos répondaient à ces 3 critères. Et donc on a d'abord lancé une torréfaction de café en 2013, puis une chocolaterie en 2016. On a vendu, on a prouvé qu'on savait faire des produits qui étaient a priori bons. Et en 2018, on a lancé donc la construction du premier Grain de Sail, donc le Grain de Sail 1, qui est un démonstrateur, hein, c'est un petit navire, mais qui nous a permis d'apprendre énormément. Et donc on a lancé, on l'a mis en opération en 2020, et on a vraiment tout appris avec ce navire. En 2021, on a inauguré la nouvelle chocolaterie de Morlaix, et puis on a lancé la construction en 2022 du grand frère de Grain de Sail 1, donc le Grain de Sail 2, qui, je vous montrerai tout à l'heure, est 2 fois plus long, 2 fois plus large, 2 fois plus haut. Donc en gros, ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8 en termes de capacité, entre 8 et 10. Voilà. Et on devient maintenant, avec ce nouveau navire donc, qui arrive, là il vient de passer Gibraltar tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi, c'est un peu compliqué, mais donc il arrive à Saint-Malo dans une dizaine de jours, où il va être maté et il va rentrer en opération. On a également, donc, avec ce nouveau navire, pu lancer ce qu'on appelle une commission de transport, c'est-à-dire une capacité à organiser du transport pour des entreprises qui veulent décarboner leur transport maritime. Ça, on ne peut pas le faire comme ça en disant « hop, je transporte pour quelqu'un ». Il faut avoir donc, un commissionnaire de transport, donc c'est un diplôme assez difficile à avoir d'ailleurs. Mais nous, on en a embauché un, et comme ça, c'était plus rapide. Mais Jacques, mon frère jumeau, a passé l'examen, et il l'a eu, parce que c'est un peu une bête à concours, donc il réussit toujours à avoir ses examens. Il a réussi à l'avoir, donc voilà, il y a 2 commissionnaires dans l'entreprise. Donc on va inaugurer bientôt ce navire, donc il sera opérationnel l'an prochain. Donc l'aventure continue. Voilà. Alors Grain de Sail est structuré très rapidement donc avec la compagnie Grain de Sail qui chapeaute des filiales, donc, qui sont Grain de Sail pour la partie production agroalimentaire, Grain de Sail Shipping pour la gestion de l'armement maritime, Grain de Sail logistique pour la gestion justement logistique, non seulement pour Grain de Sail, parce qu'on transporte nos propres produits évidemment, café et cacao, puis huile d'olive, rhum, etc., enfin, que des mauvais produits. Et également donc, Grain de Sail USA, donc, qui nous permet de développer des ventes en fait, de vin qu'on exporte aux États-Unis. Voilà. Donc aujourd'hui, sur le territoire français, on a à peu près 1250 points de vente. On est installé dans le grand quart nord-ouest, y compris Paris d'ailleurs, depuis 1 an quasiment. On a 10 commerciaux, des vendeurs en
boutique, etc. Donc la marque se développe vraiment très bien. Et nos valeurs, en fait, c'est donc d'abord la qualité des produits. On peut raconter tout ce qu'on veut sur une entreprise avec plein de choses absolument extraordinaires. Si vous sortez des produits qui n'ont pas la qualité attendue par rapport à l'histoire que vous racontez, je pense que ça ne sert à rien, vous ne les vendrez pas, et c'est bien normal. Donc tout en haut des critères, on en a plein, mais le critère le plus important pour nous, c'est le goût des produits. Donc quand vous goûtez du grain de sale, en principe, ça doit vraiment être bon. Les origines, les recettes, etc. La deuxième valeur, donc c'est l'aventure, parce que très clairement, que ce soit l'entreprise, l'aventure entrepreneuriale, l'aventure maritime et agroalimentaire, ça fait quelque chose d'assez consistant, mais voilà, si c'était facile, ce serait pas drôle, donc on le ferait pas. Et le développement durable, donc l'écologie, le social et l'économie, ça sont les trois valeurs dont on parle souvent comme étant du RSE, en fait, responsabilité sociétale des entreprises. C'est ce qu'on regarde en fait nous tout le temps en permanence. On en reparlera également un peu plus tard. Donc voilà nos outils de production. Donc la chocolaterie de Morlaix que vous connaissez peut-être, avec donc ces ateliers assez sympas, une boutique, une galerie de visite, la nouvelle torréfaction de café qu'on vient de sortir. Donc voilà, on fera un chiffre d'affaires cette année d'à peu près 10 millions d'euros. Et puis voilà, avec ces nouveaux outils de prod, on peut multiplier encore le chiffre par quasiment 2. Et puis après, on ira s'implanter ailleurs, sans doute à Dunkerque et plus tard également du côté de Bordeaux, avec des chocolateries, donc toujours à échelle régionale pour limiter l'impact du transport secondaire des produits que vous vendez à partir de ces unités de production. La gamme de chocolat et la gamme de café, donc voilà, qu'on va pouvoir développer beaucoup plus. On trouve beaucoup plus les chocolats que les cafés, mais on est en train de booster la prod, là, et ça va être plus répandu. Voilà. Donc voilà, en résumé, donc, c'est ce qui fait l'originalité de Grain de Sale, c'est qu'on fait beaucoup de métiers très différents au sein d'une même compagnie, d'une même entreprise. Donc torréfacteur, chocolatier, couverturier, c'est-à-dire qu'on fabrique vraiment le chocolat. On n'achète pas du chocolat prêt à fondre. On fabrique vraiment à partir de la masse de cacao nos chocolats, et donc on maîtrise totalement le goût. C'est ce qui nous permet d'avoir un peu d'avance là-dessus. On est importateur-exportateur donc de vin. Commissionnaire de transport, donc on peut organiser du transport, c'est ce que je disais tout à l'heure, et donc armateur maritime. Donc c'est ça qui rend l'entreprise assez atypique et qui nous permet de faire plein de métiers différents et de vivre une aventure quasi permanente. Voilà. Un petit détour sur ce qu'on appelle la théorie du donut. C'est ce qui nous guide en fait finalement dans notre volonté d'essayer à notre échelle d'améliorer les choses. Ça permet de comprendre en fait assez simplement les limites planétaires, ce sont des limites environnementales, et également le plancher social. Donc vous avez ici donc au milieu le plus petit cercle. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle le plancher social en fait, hein, qui adresse plusieurs secteurs, donc le logement, le réseau, l'énergie, l'eau, la nourriture, santé, éducation, etc. C'est un plancher social qu'il ne faut pas défoncer. Voilà. En principe, il faut rester au-dessus. Et après, on a donc les limites planétaires, donc une sorte de plafond écologique. Il y en a 9, hein, donc la raréfaction de l'eau potable, la charge en azote, pollution chimique, acidification des océans, changement climatique, diminution de la couche d'ozone, etc., pollution de l'air et perte de la biodiversité, disparition des terres agricoles. Tout ça, ça forme un ensemble de limites planétaires qu'il faut traiter évidemment au mieux si on veut que le monde dans lequel nous vivons soit un monde durable. Alors, est-ce qu'on a réussi à notre coup? Donc, je parle pour la planète en général. Hein. Donc, le résultat, c'est ça. Donc on parle souvent du changement climatique, hein, c'est évidemment très important, mais il y a beaucoup d'autres problématiques qu'il faut également donc, regarder de très près et adresser en termes de solutions.
Sur les 9 limites planétaires, on en a en plafonné déjà 6, et pas qu'un peu. Tout ce que vous voyez en rouge là, c'est ce qui est en dépassement en fait par rapport à la zone verte. Et donc seules 3 limites planétaires ne sont pas encore dépassées, mais je pense qu'on devrait y arriver, donc c'est excellent. Donc l'acidification des océans, là on arrive en limite. La concentration donc, atmosphérique en aérosol, donc ça c'est à peu près contenu aujourd'hui. La couche d'ozone, on en parlait il y a 30 ou 40 ans, et donc on a réussi a priori à contrôler à peu près donc, cette problématique. Mais pour tout le reste, donc les pollutions chimiques, le changement climatique évidemment, la perturbation des cycles biogéochimiques, le cycle de l'eau douce, etc. etc. On a absolument tout emplafonné. Donc, chez Grain de Sail, on essaye de regarder ça donc, de façon très directe et d'adresser des solutions à ces problématiques. Donc, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que les navires à voile qu'on produit, donc c'est un peu la partie la plus visible de l'iceberg chez nous. C'est clairement l'étendard de la société. C'est pour ça qu'on a souvent fait le 20h dans les journaux à TF1, etc. Donc c'est bien, c'est très rigolo. Mais si on se limitait donc, à cette problématique, je pense qu'on passerait à côté du match. En fait. Il y a beaucoup d'autres problématiques environnementales qu'il faut adresser au-delà des problématiques de CO2 qui génèrent un changement climatique dommageable pour nous. Donc, si on reprend donc, ce donut, quand on prend le point 1, c'est-à-dire globalement le changement climatique, on adresse donc avec le transport maritime décarboné donc, une solution pour plusieurs points. Donc, l'acidification des océans, le changement climatique, donc ça c'est avec nos navires évidemment, avec la production d'énergie renouvelable également dans nos sites de production. Donc on a des centrales photovoltaïques sur l'intégralité de la toiture des usines. Ce sont des usines extrêmement isolées, elles sont quasiment passives en fait. On a de la ventilation double flux, on a plein de systèmes, des pompes à chaleur, etc., qui permettent en fait de diminuer l'empreinte carbone de la production également des chocolats. Et donc on adresse toute une liste en fait de solutions face aux problèmes qu'on a identifiés dans le donut. Je ne vais pas toutes les faire, je pourrais vous adresser cette présentation après, mais en gros, vraiment l'idée c'est ça, c'est de ne pas se limiter donc, à la limitation de l'émission de CO2 pour le transport maritime, mais c'est d'adresser beaucoup d'autres problématiques. C'est ce qu'on essaye de faire chez Grain de Sail. Donc ça, c'est un plan, voilà, une vue éclatée de ce qu'est le Grain de Sail 1, donc qui était un tout petit navire, évidemment. C'est 26 mètres, 24 mètres, enfin 26 hors tout, et 26 palettes, 50 tonnes de capacité d'emport. C'était évidemment très, très petit. Mais c'était un bateau démonstrateur, absolument nécessaire pour comprendre cette nouvelle façon de construire des navires. Ça n'avait jamais été fait, très clairement. C'est toujours aujourd'hui... à l'époque, quand il était construit, c'était le premier cargo moderne, normé marine marchande au monde. Et aujourd'hui, que ce soit celui-là ou le deuxième qui va arriver, le Grain de Sail 2, ils auront toujours les records mondiaux de faible émission carbone. Donc on est plutôt très, très content de ça. Et c'est un navire qui fonctionne toujours très bien. On l'a amélioré au fil du temps, évidemment, mais... voilà, c'est une expérience nécessaire pour construire Grain de Sail 2. Si on n'avait pas construit donc, ce prototype, ce démonstrateur, on aurait pu construire le Grain de Sail 2 dès le départ, donc 50 mètres, 600 tonnes en lourd, mais on aurait essuyé les quelques erreurs qui ont été faites sur ce programme, qu'on a dû corriger. Voilà, c'est ça l'expérimentation. Et quand vous avez des erreurs en fait, à corriger sur un petit navire, c'est absorbable économiquement.
Si vous avez des erreurs importantes à corriger sur un très gros navire, là, vous allez commencer à dérouiller. Et donc, l'idée, c'est évidemment de ne pas se mettre à l'envers. Donc, on s'est payé notre expérimentation, nos erreurs avec ce navire de taille modeste. Voilà. Et ça nous a permis donc de concevoir le Grand Sail 2, donc, qui va arriver bientôt, qui est beaucoup plus conséquent. Je disais tout à l'heure, 2 fois plus long, 2 fois plus large, 2 fois plus haut, hein, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 en termes de capacité. Donc là, on est à peu près à 350 tonnes de capacité d'emport, soit 240 palettes format US ou 294 palettes format Europe. Donc voilà, c'est un navire qui, comme le premier, est un navire basé sur un concept de pur voilier. C'est-à-dire c'est un navire qui a besoin d'un moteur, évidemment, pour sortir du port, pour rentrer dans le port suivant, lorsqu'on traverse, par exemple, pour aller sur New York. Mais entre les deux, on interdit l'utilisation du moteur, sauf éventuellement pour des questions vraiment de sécurité. Mais si un jour on tombe sur une zone sans vent, on attend, on fait de la pêche, et puis et tout ira très bien. Ce qui nous permet en fait d'avoir un niveau de décarbonation qui est assez extrême, hein, et plus de 95%, en comparaison des émissions carbone de la flotte, de la moyenne de la flotte en fait, qui fait ces lignes transatlantiques. On pourra en reparler, mais contrairement à ce qu'on pense, donc, la flotte mondiale donc, émet à peu près 3% des gaz à effet de serre, donc la flotte maritime. Certains disent que c'est peu, en fait c'est énorme, parce que 3% d'un truc absolument gigantesque, c'est évidemment toujours énorme. Mais ces émissions sont très importantes parce qu'on transporte quasiment 80-90% de toutes les marchandises par voie maritime. Donc sur des volumes et des tonnages aussi importants, forcément ça finit par devenir très impactant en termes d'émissions de CO2. Mais à la tonne transportée par kilomètre sur des navires modernes, mettons des transconteneurs, on peut arriver autour des 10 grammes, donc voire 7 grammes en fait, sur 7 grammes de CO2 émis par tonne transportée par kilomètre. Et sur des cargos qui font en gros les transatlantiques, on arrive à peu près à 20 grammes en moyenne. Une voiture, c'est 100, 120, 140 grammes, donc c'est quand même beaucoup plus bas en termes d'émissions. Mais rapport au volume transporté, ça finit par faire quelque chose d'énorme. Voilà. Donc nous, par rapport à 20 grammes, on a pris la moyenne, parce que ça correspond aux chiffres que l'ADEME en fait, a préconisé comme étant la référence. On descend, nous, en dessous des 2 grammes. Donc on sera à 1,8 g à peu près, voire moins d'1 gramme, suivant comment les choses vont se passer avec Grand Sail 2. Et donc on ne diminue pas, nous, le bilan carbone, hein, on le flingue. Je pense qu'on est vraiment capable en fait, de quasiment tuer le bilan carbone sur des transatlantiques. En tout cas, c'est ça qu'on voulait vraiment faire. Après, on le verra, plus un bateau grandit, moins il est possible d'y poser un gréement à échelle du navire. Je m'explique. Là, c'est la limite pour nous de l'exercice, 52 mètres. On a pu mettre des mâts de 50 mètres, 2 mâts de 50 mètres, avoir un moteur vélique, donc système de voile, hein, le gréement, qui a une surface d'à peu près 1500 mètres carrés. 1500 mètres carrés, pour vous donner une idée, les plus grands ultimes, les trimarans de course, là, ont à peu près 450 à 500 mètres carrés de voile. Donc avec un Grand Sail 2, on est 3 fois plus toilé. Mais le bateau pèse 600 tonnes aussi. Donc si vous ne mettez pas beaucoup de toile pour le faire avancer, il restera collé à l'eau, il ne se passera pas grand-chose. Donc on a pu construire encore un pur voilier de 50 mètres, mais si on passe à 70, 80 mètres et plus, ça devient de plus en plus compliqué. Imaginez un transconteneur de 400 mètres, on voudrait en faire un pur voilier, il faudrait qu'il y ait des mâts de 400 mètres sur le navire. Ça commencerait à poser des problèmes pour passer sous les ponts. Ça poserait évidemment des problèmes structurels parce que des mâts de 400 mètres, clairement, on ne sait pas faire. Et les coûts seraient sans doute de toute façon astronomiques. Donc c'est un peu l'équation difficile à régler. C'est ça qu'il faut que
compreniez ce soir, c'est que mettre des voiles sur un navire, ça permet de décarboner, mais ça dépend du navire, ça dépend comment c'est fait, et on le verra en détail tout à l'heure. Plus un bateau grandit, moins c'est possible de le faire avec des voiles. Donc le Grand Sail 2, ça c'était un petit focus, là il est en train d'arriver, là c'était des scènes de construction, et voilà, bon, il est très très avancé, il va être maté d'ici 3 semaines, il va rentrer en opération, donc en test et SMR pendant le mois de décembre et janvier, donc ce sont des mois parfaits, parce que là on a des conditions qui sont souvent un peu débiles, donc on teste toujours les voiliers dans des conditions les plus fortes possibles, pour casser ce qui doit casser et ne pas casser des pièces en pleine transat. Donc c'est un peu l'exercice qu'on doit faire. Donc si on peut trouver du 50, 60 nœuds et plus, en fait on est très content. Les marins sont des gens un peu spéciaux. Hein. Il y en a dans la salle, je crois. Ça, c'était une image de la mise à l'eau. C'était un moment assez étonnant. Alors, ça a été construit par les chantiers Piriou, donc de Concarneau, mais dans l'unité Piriou d'Ho Chi Minh, donc au Vietnam, simplement parce qu'on a regardé tous les constructeurs de bateaux alu en France. On n'en a pas trouvé un, en fait, qui avait de la place pour construire le Grand Sail. On a eu des devis quand même, et quand on a reçu les devis, on a compris qu'il n'y avait vraiment pas de place. C'est comme ça, tous ces chantiers, les 4 gros chantiers, OCA, CMN, Socarenam et Piriou, étaient remplis de ce qu'on appelle des bateaux gris, donc des bateaux de guerre. C'est très impressionnant en fait de voir ça, et en même temps c'est très flippant parce qu'on se dit que l'effort de guerre, ce n'est pas que des bateaux de guerre français, hein. Ce sont des bateaux de guerre qui sont commandés par tous les pays du monde. Donc la France vend ça et vend ça très bien, mais voilà, il n'y a plus de place après pour des programmes plus classiques, on va dire. Donc voilà, on est parti à Ho Chi Minh. Il y a un très gros savoir-faire en construction navale là-bas. Il y avait de la place dans la forme là qu'on voit. Donc voilà, on n'a pas eu le choix, on a fait ça là-bas. C'est pas très pratique, mais on y est arrivé. Et la qualité de fab là-bas et la qualité de fabrication est quand même assez étonnante. Donc les routes maritimes qu'on opère donc avec d'abord le Grand Sail 1, donc on a commencé par faire des transatlantiques, où à partir de la Bretagne, à partir de Saint-Malo, on expédiait des vins, on pouvait faire des huiles d'olive également, donc sur New York, parce que c'est simple, en Bretagne, quand on se dit tiens, on va vivre une aventure maritime, on regarde en face, on voit les États-Unis. L'Atlantique Nord est une machine à vent assez prédictible, avec une constance en termes de vent. Si on a un bon routage des bateaux, on arrive vraiment à naviguer à la voile de façon extrêmement efficace. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc une fois ces exports réalisés sur New York, on redescendait donc sur l'arc caribéen, donc principalement en République dominicaine ou à Pointe-à-Pitre. Et pour ne pas être à vide, en fait, on exportait du matériel humanitaire qui était chargé sur le navire par une association qui s'appelle AFIA, une association américaine qui regroupe du matériel scolaire, du matériel médical, qui est collecté en fait à New York. Et donc on leur transportait ça gratuitement, évidemment. C'était déchargé donc directement en Repdom. Et après, on chargeait nos cafés et principalement nos cacao, donc notre masse de cacao, pour faire retour maison, donc direct Saint-Malo. Cette boucle, on prenait notre temps, on faisait des escales qui étaient de vraies escales. Les marins en profitaient bien, je veux dire un peu trop. Et donc on prenait à peu près 3 mois, donc un peu moins de 3 mois pour faire une boucle. Mais voilà, on a expérimenté plein de choses, les systèmes douaniers, les systèmes de déchargement, nos grands amis des dockers, etc. Et donc toute cette expérience nous a conforté dans l'idée de développer d'autres routes maritimes et également donc surtout de construire le Grand Sail 2. Voilà. Donc là,
on va opérer de façon un peu différente avec le Grand Sail 2. Donc le Grand Sail 1, le petit, va continuer à naviguer évidemment, mais va faire ce qu'on appelle du short sea, donc des navigations beaucoup plus courtes, à destination principalement du UK, de l'Angleterre. On va faire du Saint-Malo-Portsmouth en faisant des allers-retours et en chargeant des produits français et des produits donc, anglais. Ça va être la nouvelle route, et un peu d'Écosse, un peu d'Irlande aussi de temps en temps. Donc un programme plus court en temps de nav. Et le Grand Sail 2, lui, va opérer donc, les transatlantiques avec des transit time, des durées de traversée donc d'à peu près 18 jours, incluant donc, le chargement et le déchargement. Donc c'est relativement efficace. Et donc un aller-retour en un peu plus de 36 jours, franchement tout va très bien. Avec pareil un taux de décarbonation donc, très important. Et donc ça, on le fera, l'aller-retour Saint-Malo-New York, New York-Saint-Malo, on le fera 3 à 4 fois donc, dans l'année. Et 2 autres boucles supplémentaires, avec cette fois-ci un détour à Pointe-à-Pitre, qui devient notre hub logistique, et qui nous permet de ramener donc, nos cafés et nos cacaos, mais également de ramener des matières premières pour d'autres chargeurs, donc d'autres entreprises qui veulent décarboner leur transport. On transportera également de Saint-Malo à New York donc, des produits de plein d'entreprises françaises en fait, qui travaillent maintenant en fait, avec nous et qui vont charger donc, le navire en palettes pour décarboner leur transport maritime. Donc là, cette boucle dure un peu plus longtemps, parce qu'on fait un détour, évidemment, donc 46 jours, et ça permet de toujours décarboner aussi efficacement. Voilà. Donc ça sont quelques images, là, il y en a pas mal de New York, d'ailleurs, voilà, là, on a l'habitude de dire que l'écologie, c'est pas non plus une punition, donc même si voilà, les problématiques sont clairement peu évidentes à gérer, on peut quand même voilà, avoir ça avec un minimum d'optimisme. En tout cas, on doit changer le monde, hein, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais ça peut rester quand même sympathique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie parce qu'on a dit qu'on essaierait de ne pas poser toutes les questions en même temps, si vous en avez. Il y en a qui ont des questions. Attendez, le micro arrive. Ouais, voilà. Quel est le pavillon sous lequel vous naviguez? Le pavillon français, donc le RIF. On s'est toujours battu pour ça et on a vraiment fait le maximum pour rester sous pavillon français. Même si très clairement c'est pas le meilleur des pavillons, hein. C'est pas un pavillon banane, mais c'est pas non plus ce qu'on croit. Mais bon, ça nous semblait plus logique en fait de procéder comme ça. Voilà. Une question technique, en regardant la carte de vos trajets. Oui. Pour partir sur New York, je vois que vous descendez vers les Açores à peu près. Ça dépend. Et puis après vous remontez un peu. Et ça fait beaucoup de près ou vous arrivez à marcher assez portant? Ça dépend vraiment des systèmes météo. La grosse différence entre la navigation à voile du début du siècle et celle qu'on opère maintenant, c'est évidemment la modernité des bateaux, les performances unitaires des moteurs véliques et des carènes qui sont très optimisées, ça c'est sûr, mais la plus grosse différence c'est le routage. Aujourd'hui, on a une équipe de routeurs à terre qui nous donne des waypoints et qui nous donne des conseils en fait, de route à suivre. Et ça nous permet d'optimiser énormément donc, les temps de traversée, évidemment, mais d'éviter également les zones de grand calme ou les zones trop fortes, parce qu'une zone forte, ça se gère, mais ça abîme quand même le matériel. Donc ça nous permet, on a déjà fait des traversées intégralement au portant, mais pas forcément en passant par les Açores. L'avant-dernière traversée Saint-Malo-New York, ils sont passés vraiment par le nord, et ils ont pris donc le dos des dépressions. Ils ont été au portant tout le temps, il a fait un peu plus froid que d'habitude, ils sont passés vertical Titanic et tout, enfin, c'était une route vraiment nord.
mais ça a été très rapide. C'est là, avec le Grand Sail 1 qui est beaucoup plus lent que le Grand Sail 2, ils ont mis 21 jours. Ça a tartiné tout le temps en fait. Donc les routes sont soit sud, soit nord, soit médianes. Ça dépend vraiment du système météo, mais c'est jamais la même. Ça c'est clair. Et le fait de partir de Saint-Malo, c'est pas un peu embêtant? Ça vous oblige à démancher à chaque fois? Ça oblige à quoi? À démancher, à sortir Ah de oui, la manche. démancher, oui, mais c'est cool Saint-Malo. Démancher, c'est pas un problème en fait. Si on a de l'ouest plein de nez, oui, je suis d'accord, c'est pas super facile, mais on démanche à chaque fois relativement facilement. Hein. Et au pire, si les conditions sont vraiment opposées à la marche du bateau, on peut décaler d'un jour, c'est pas non plus un souci. On essaye de respecter les ETD et ETA, mais bon, oui, temps estimé le timing de départ, ETD et ETA, c'est l'estimation d'arrivée. Voilà. Mais on trouve toujours de quoi partir. Ce sont des bateaux qui sont vraiment faits pour naviguer tout le temps. Il n'y a pas de grosses limites. Et le Grand Sail 2 a d'ailleurs même été conçu pour vraiment supporter des ouragans, donc du 200 km/h de vent. C'est pas juste pour dire ouais, pas de problème, nous on va jouer là-dedans. On essaye quand même de ne pas y aller évidemment. Mais on sait que statistiquement, à naviguer autant, on a des chances un jour de se prendre un ouragan. Donc voilà. Autant faire que les mâts ne tombent pas. Donc on a un dimensionnement sur le système vélique qui permet au Grand Sail 2 de se coucher intégralement. Pour un bateau de 600 tonnes, ça fera bizarre, mais c'est comme ça. Et de se relever sans casser les mâts et avec de la marge en plus. Donc on a du câble de téléphérique en acier double galva en diamètre 48 sur les baobans, donc les V1. C'est plutôt du jamais vu, mais voilà, c'est un choix, c'est une stratégie pour étaler les conditions de très, très gros temps. Ouais. Questions? Il y avait d'autres? Ouais. Au niveau du financement, comment vous procédez, surtout au départ? Quels ont été vos fonds? D'où ça venait? Alors les fonds, c'est relativement simple. En fait, on a construit le Grand Sail 1. On avait l'habitude de dire que c'était un bateau en chocolat. Et c'est vrai. Donc, moi, j'ai apporté quelques fonds. J'étais un investisseur, évidemment, de cette société. Mais on a réalisé, en fait, un montage financier classique avec un pool bancaire. Voilà, on avait un chiffre d'affaires déjà dans l'entreprise qui était perçu comme rassurant, finalement, par nos partenaires financiers. Et donc, ça a été financé de façon très, très basique, en fait, hein, très, très classique. Voilà. Rien d'anormal. Et on y tenait pour réussir à prouver que le modèle Grand Sail n'était pas un modèle en fait, utopique, mais qu'il était financé en fait, comme une entreprise tout à fait normale. Voilà. Oui. Quel est l'équipage sur Grand Sail 1 et quel est l'équipage prévu pour le deuxième? Alors sur Grand Sail 1, il y a 4 marins, donc de bordée de 2. Donc ils font tous cuistot à tour de rôle. C'est un petit navire, donc voilà, on n'a pas les conditions d'un Grand Sail 2 qui lui opère avec 6 marins au rôle d'équipage, plus un matelot cuistot, et 2 marins en formation permanente. Parce que la difficulté de ces programmes-là, donc, c'est de trouver du marin du Marmar diplômé et compétent. Ça peut être 2 choses différentes. Et si possible, c'est mieux évidemment s'ils ont un cursus voile, mais c'est pas souvent le cas et c'est pas trop le problème. En fait, nous, on est capable de former des marins à la manipulation d'un moteur vélique. Mais on veut surtout du Marmar qui sache vraiment de quoi il parle. Voilà. Donc c'est toujours 2 marins en formation, surtout sur le Grand Sail 2. Le Grand Sail 1 est déjà assez puissant en termes de moteur vélique. On a plus de 500 mètres carrés de voile, donc ça tire déjà relativement fort dans les écoutes. Sur le Grand Sail 2, on change totalement de dimension parce qu'on multiplie à peu près par 10 les efforts. Donc là, une écoute avec plusieurs dizaines de tonnes, il
faut pas faire d'erreur lorsqu'on manipule donc, le navire. Et chaque manœuvre devient une procédure découpée en plusieurs sous-procédures. Et on doit respecter en fait ces procédures. Donc on rentre dans quelque chose de beaucoup plus contraignant, de beaucoup plus industriel entre guillemets. Et ils ont tous leurs bottes avec les coques, le casque, ce qu'on appelle les EPI, donc les équipements de protection individuelle. C'est un peu opposé à ce qu'on a vu dans le film précédent du vieux gréement, très clairement. Nous, on est obligé de se décaler vers des modèles beaucoup plus basés sur la sécurité des marins. Ça reste un métier dangereux, il ne faut pas oublier ça. Mais moi j'aime bien les vieux gréements, hein, je trouve ça très, très cool également, mais voilà, on ne pouvait pas opérer avec des vieux gréements très clairement. Ouais. La provenance de votre cacao au niveau des pays et de l'huile d'olive aussi, je voulais savoir. Alors, le cacao provient majoritairement de République dominicaine. C'est de plus en plus le cas. On a trouvé des cacaos qui avaient des qualités organoleptiques qui étaient très intéressantes en fait dans ces pays-là. On a pris un peu de Pérou à un moment donné et puis on est en train de changer parce qu'on n'a pas une fiabilité suffisante en fait sur le côté bio, en fait, organique hein, des produits. Mais c'est globalement l'Amérique latine, ça peut être du Costa Rica, ça peut être de l'Équateur, ça peut être vraiment beaucoup de pays. Et on est en train de vraiment d'élargir au maximum donc, nos zones d'achat, en fait, de production, en faisant à chaque fois donc, attention à ce qu'on ne tombe pas sur du bio intensif. On essaye d'avoir du bio cultivé en agroforesterie principalement. Pas seulement parce que ça limite quand même beaucoup l'impact carbone, mais qu'en termes de qualité organoleptique, encore une fois, donc le goût, hein, on a des qualités bien supérieures. Voilà. Mais les cafés, c'est la même chose en fait. Hein. Faites attention à ça. Et l'huile d'olive, ouais, pardon, j'oubliais. Ce serait Portugal. Hein. Voilà. Mais ça, on est en train d'initier, c'est pas encore totalement développé, mais ça viendra. Il y aura des huiles d'olive grain de sale bientôt, j'espère. Ouais. Non, il y avait une... Et le vin. Ah, et le vin. Alors, les vins, c'est une sélection en gros, du savoir-faire français. Hein, quand on regarde le savoir-faire français, si on veut expédier quelque chose de l'autre côté aux États-Unis, l'un des meilleurs savoir-faire qu'on ait quand même, ce sont les vins. Ils savent plutôt correctement faire. Et donc, on a fait des sélections de champagne, de Bourgogne, de vin de Bordeaux, de vin de Loire, beaucoup de sélections qui ont été faites. Et donc, systématiquement du bio pour les vins qu'on vendait en marque propre ou biodynamie. Et donc voilà, ça a permis de développer quelques ventes là-bas, de nous faire connaître aussi aux États-Unis. Et on vend maintenant également des tablettes là, qu'on exporte directement donc avec le grain de sale 1 et bientôt avec le grain de sale 2 pour initier en fait, faire connaître évidemment la marque grain de sale là-bas. Et l'idée à terme étant de créer également des torréfactions et des chocolateries sur New York, sur la côte est des États-Unis. Et le modèle final de grain de sale, finalement, c'est d'avoir donc en Europe, en France et aux États-Unis un ensemble de petites unités de production, torréfaction et chocolaterie, avec au milieu de tout ça une flotte de bateaux mutualisés, donc grain de sale 1, grain de sale 2, 3, 4, qui alimenteront donc, ces unités de production donc, avec un système totalement décarboné. C'est ce qu'on espère faire d'ici quelques années. Ça prend évidemment du temps. Mais voilà, c'est rigolo, donc on ne peut pas s'empêcher de le faire. Et aujourd'hui, votre chocolat, cacao, arrive du Costa Rica, d'Amérique centrale et du Sud. Ouais, alors, comment ? Oui, alors là, aujourd'hui, on utilise un hub logistique, donc ça arrive de façon traditionnelle. Et même avant qu'on ait construit Grain de Sale 1, et ça on le mettait bien sur nos tablettes, on a transporté de façon traditionnelle, parce qu'à la rame ça ne marchait pas bien. Donc on a utilisé des cargos classiques. Et donc Grain de Sale 1 a pris le relais, donc, quand il a été mis donc, en service,
Aujourd'hui, il a été capable de couvrir 53% des besoins de l'entreprise, donc en matière première. Et Grain Sail 2 qui arrive, c'est pour ça qu'on avait hâte qu'il arrive, il va pouvoir couvrir largement 100%, et à terme, on sera toujours en fait à 100%. Mais pour la partie pré-acheminement jusque dans le hub logistique, pour l'instant, avec uniquement Grain Sail 2, on ne peut pas utiliser autre chose que des navires traditionnels en fait, au moteur. Donc on ne réussit pas à écraser totalement encore ce bilan carbone sur cette partie-là. Mais à terme, avec une flotte de bateaux donc, plus importante, là on va mettre sans doute 5-6 ans à construire la flotte en intégralité, on aura cette possibilité. Donc on y va forcément petit à petit avec les moyens qui sont les nôtres. La baguette magique n'existe pas, mais c'est comme ça. Voilà. Donc on progresse à chaque fois. Ouais. Je lance la suite. Oui, on va continuer. Vous aurez d'autres. Vous gardez vos questions en tête. Vous aurez un autre moment après pour les poser. Donc pour en revenir au sujet pur de la décarbonation, donc l'OMI, donc qui est l'Organisation maritime internationale, donc a revu encore ses objectifs d'ailleurs tout dernièrement là. L'objectif c'est à 2030 de réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre de la flotte mondiale. Le deuxième objectif donc c'est de réduire à zéro émission nette ces émissions de gaz à effet de serre en 2050. Alors quand on voit ça, on se dit ouais, c'est cool, on est bien parti en fait. Sauf que quand on creuse un peu, les solutions pour arriver à adresser ces problématiques, oui, il y a le système vélique, il y a éventuellement des carburants, biocarburants, des biodiesels, des carburants synthétiques, j'en passe et des meilleurs. Mais objectivement, il y a la réduction de vitesse des bateaux, c'est ça le plus efficace, c'est en train d'être mis en place. En 2030, on y arrivera peut-être avec la diminution de vitesse des bateaux, mais le zéro émission nette en 2050, là, il faudra qu'on m'explique quoi. Donc c'est bien, hein, c'est un objectif très, très ambitieux. Nous, on est capable en fait d'arriver à ça maintenant avec nos grains de sail, mais ça reste des navires de taille modeste. Et moi, le premier, si on me donnait un bateau de 150 mètres à décarboner totalement, je ne saurais pas faire. Et vous avez d'ailleurs une petite expo dans le hall là, qui est intéressante à ce sujet. On peut parler par exemple de l'hydrogène, parce que c'est un sujet que beaucoup de politiques utilisent un peu à tour de bras. C'est formidable, hein, l'hydrogène, effectivement, lorsqu'il y a combustion, on rejette de l'eau, donc c'est pas polluant. Sauf que si on prend par exemple une centrale à charbon, une centrale nucléaire, une centrale pétrole, qui produit de l'électricité qu'on doit transformer donc, via une pile à combustible, pour voilà, faire, en hydrogène pardon, avec un système d'électrolyse. On produit donc cet hydrogène par électrolyse. Cet hydrogène, après, on le balance dans une pile à combustible qui produit du courant et qui alimente, admettons, une voiture. Si on multiplie donc tous les rendements de ces conversions d'énergie, on arrive à un rendement global de 8%. C'est-à-dire que pour 1 kWh que vous aurez utilisé au final pour faire fonctionner votre voiture, admettons, il vous aura fallu 12 kWh d'énergie primaire. C'est la même chose pour des avions, c'est la même chose pour des navires, et c'est un peu la même chose pour des carburants synthétiques, par exemple, qu'on produirait à partir d'électricité type éolienne ou barrage hydroélectrique ou que sais-je. Les rendements sont épouvantablement bas, et ça c'est la physique qui nous l'impose. Il n'y a pas vraiment d'échappatoire à ça. Donc arriver à tenir ces objectifs de l'OMI, en fait très clairement, ça va être super chaud. Donc moi les solutions, je les ai pour mes petits navires, mais au-delà, je ne sais pas vraiment faire. Ou alors il faut regarder sans doute à modifier de façon très conséquente le système économique actuel tel qu'il existe, totalement mondialisé, où on transporte tout et n'importe quoi au travers du monde. Vaste question qui dépasse sans doute le sujet qu'on essaye d'évoquer ce soir, mais tout est lié, hein, évidemment. En tout cas, on ne continuera pas à raser gratis très longtemps. C'est comme ça.
Donc, on va faire un petit état en fait des acteurs du transport maritime à la voile aujourd'hui. Donc, il existe déjà en fait des navires. Donc, le Nordlys là qu'on a vu dans le film, hein, c'est celui qu'on voit là en deuxième position. Il y avait le Tresson de Brest, il y avait le Galante, l'Aventure et même un IMOCA, donc terre exotique, hein, qui transporte un peu de marchandises avec ce navire. C'est très sympa, c'est très rigolo, mais un IMOCA, c'est quand même vraiment pas fait pour ça, donc gaffe quoi. c'est vraiment... c'est un peu chaud de faire ça pour nous, on pense quand même. Mais bon, s'il ne charge pas plus d'une tonne ou deux, ça peut passer. Voilà. Donc ça, c'est une partie de la flotte existante. Donc il y a beaucoup de vieux gréements. Les vieux gréements, d'ailleurs, n'ont pas la possibilité de charger réglementairement beaucoup. Le Nordlys là, avait a priori une trentaine de tonnes dans ses cales. Très clairement, ils étaient totalement en dehors de la législation. Mais bon, voilà, c'est rigolo, c'est très sympa. Et moi, j'admire leur engagement. Hein. Ce sont des gens très engagés, ça, je le respecte beaucoup. Mais évidemment, c'est pas un modèle qu'on peut comme ça dupliquer. En termes de sécurité, c'est un peu limite, forcément. Il y a des projets donc plus gros et plus modernes, alors qui ont été plutôt des tests hein, divers hein, sur des gros navires avec des rotors Flettner, des systèmes d'ailes plus ou moins exotiques. Enfin, il y a eu pas mal de choses hein, de tester. Mais là, le dernier, sans doute le plus abouti, là, donc le Canopé, hein, ce sont des copains de Zéphyr et Boré là, qui font ça. Qui viennent d'équiper donc de 4 mâts L, donc un navire qui transporte des tronçons de la fusée Ariane. Ça prête un peu à sourire parce que la fusée Ariane, oui, ça pollue, etc. Mais bon, avec ce système-là, qui est quand même un peu une sorte de prototype, ils réussissent quand même à prouver aujourd'hui qu'ils peuvent diminuer le bilan d'émissions carbone de 25 à 30%, donc avec ces 4 L. Donc c'est quand même pas rien. Ça montre qu'on peut améliorer les choses. Mais voilà, c'est un navire qui fait 120 mètres, je crois. Donc le Grand Sail 1 là, en fait 24. Lui, il décarbone tout, mais avec cette taille de navire, un canopé ne peut pas faire plus que 25 à 30%. Voilà. Mais c'est mieux que rien. Voilà. Et ça ne répond pas aux objectifs de l'OMI qu'on a vus précédemment. C'est un peu ça que j'essaye de montrer aussi. Il y a d'autres projets. Alors ça, ce sont des projets en construction. Donc il y a le Neoline là, qui vient juste d'être lancé. Donc ce sont les copains de Nantes là, qui connaissent plutôt très bien le job également et qui vont pouvoir monter 2 gréements Solid Sail qu'on verra dans la diapo d'après, qui sont des gréements donc, développés par les chantiers de l'Atlantique. Donc ils font unitairement 1500 m², donc Neoline ce sera 1500 x 2, donc 3000 m², mais pour un navire qui pèse 11 000 tonnes. Donc le Grand Sail 2 lui aura 1500 m², juste une fois, mais il pèse 600 tonnes. Donc on voit les niveaux de décarbonation ne seront forcément pas les mêmes, évidemment. Et là c'est pareil, c'est mieux que rien, ça va décarboner à peu près à, je pense, 30-40%. On a le Seiba, là, j'avais encore l'investisseur principal au téléphone l'autre jour qui s'arrache les cheveux chaque jour qui passe, parce que bien que l'ayant prévenu il y a déjà un peu plus d'1 an, il ne réussit pas à assurer en fait, son bateau, parce qu'il voulait vraiment faire un travail de transport intensif. Et là, il est plus avancé que ça, mais il va avoir de gros problèmes d'assurance, donc il est en train de se demander s'il ne va pas nous demander de transporter avec le Grand Sail 2 ou le 3 ou le 4. Voilà. Mais bon, on ne pourra pas tout faire. Il y avait un éco-clipper également, là, le premier, qui était en projet, mais j'ai pas de nouvelles, en fait, je ne sais pas trop ce que ça devient. Il y a TOWT qui a construit, donc, qui est en train de construire donc, 2 navires de 78 mètres. Pour être très franc, ça aurait pu être un très bon projet, mais ils ne se sont pas trop cassés la tête sur les études.
Ils ont laissé le chantier Peer You en gros se débrouiller sur la conception, donc vraiment sur la phase basic design. Et ça va malheureusement donner, je pense, des bateaux qui vont décarboner très peu, sans doute à 25-30%. C'est un peu du gâchis parce que avec un bateau de cette taille-là, on pouvait facilement monter à 70%, je pense. La conclusion de tout ça, c'est que c'est pas parce que vous mettez des voiles sur un voilier que vous allez pouvoir décarboner facilement. C'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. On va rentrer un peu plus dans les détails après. Et puis il y a des projets de projets, on appelle ça nous, les projets PowerPoint, et on en a fait partie. Ce sont les bateaux toujours les plus performants, les plus légers du monde. Ce sont les projets PowerPoint, ceux-là ils marchent toujours très bien. Et évidemment, ça reste des idées, ce sont des APS, des avant-projets sommaires. Mais après, la difficulté, c'est de réaliser donc, les études qui amènent à clore un basic design, donc un vrai design du bateau, puis un detail design, donc, qui est le design pour lancer vraiment la fabrication. Et entre les deux, il faut évidemment réussir le financement, donc avoir un marché, avoir des financeurs qui vous suivent, des poules bancaires, etc. Il y en a un qui est pas mal lancé, je pense, c'est Arcadie. Ça devrait pas trop mal se passer. C'est un projet plutôt sympa. Il y a Vela également avec Gabar, qui connaît évidemment très bien les trimarans, mais bon là il se coltine à des programmes qui n'ont quand même rien à voir. Mais là je suis plutôt confiant sur leur capacité à concevoir un projet qui devrait à peu près vraiment bien fonctionner. Puis le reste, il y a des transconteneurs Zéphyr et Boré, mais là ils ont des problèmes de financement pour l'instant. Et puis d'autres projets un peu plus exotiques, là, celui Valenius, la marine, là, je le vois depuis très longtemps, mais je crois qu'il se passe rien. Donc, voilà. En tout cas, c'est pas simple. Voilà. Et puis il y a également des projets industriels, donc en projet, avec de grands acteurs tout de même. Si on prend Airbus ou Michelin, ce ne sont pas des débutants. Alors Michelin, c'est assez marrant parce qu'ils ont construit des ailes gonflables à profil épais, donc à profil symétrique d'ailleurs, c'est assez curieux, mais en tout cas, ça ne marche pas si mal que ça. Alors, pour l'instant, c'est juste le petit navire qui est équipé, mais à terme, ils aimeraient bien industrialiser cette solution. C'est le projet Wizamo. Après, il y a Airseas, donc du groupe Airbus, qui veut lancer donc des kites d'assistance vélique pour les gros navires. Je pense qu'ils arriveront à quelque chose, mais ça permettra de décarboner un petit peu, 5, peut-être 10%, peut-être un peu plus, mais ils veulent à terme avoir des kites de 1000 mètres carrés. Donc, je ne sais pas si dans la salle, certains ont déjà fait du kite, mais déjà avec un kite de 10 ou 12 mètres carrés, quand on voit ce que ça génère, quand on génère un mouvement du kite, donc ce qu'on appelle de navigation dynamique, dans la fenêtre, si on fait faire des 8 au kite, ça génère une tension dans les suspentes qui est assez colossale. Donc, avec un kite de 1000 mètres carrés et 2 kites de 1000 mètres carrés qui tournent simultanément dans la fenêtre, c'est forcément assez puissant, ça marche plutôt pas mal, mais c'est aussi très casse-gueule. Donc voilà, ils en sont conscients, et cependant ça reste Airbus, donc ils ont un vrai savoir-faire. Donc je pense qu'à terme, ils devraient être capables d'opérer ces solutions. Il y a les chantiers de l'Atlantique avec Solid Sail, je vous encourage à aller visiter ça, c'est assez impressionnant. Donc ce sont les voiles qu'on pourrait avoir sur le Neoline, qu'on aura sur le Neoline. Ce sont des panneaux rigides en fibre qui se plient comme un accordéon, et c'est monté sur ce qu'on appelle un balestron, donc il n'y a plus de haubans. C'est vraiment un mât totalement autoporteur et qui peut tourner sur son axe à 360 degrés. C'est relativement facile à opérer, c'est assez efficace quand même si la gestion des creux dans les voiles est pas évidente à obtenir, ça marche quand même plutôt bien. Par contre, ça pèse un âne mort, donc c'est un peu le sujet quand même. C'est extrêmement lourd
est extrêmement ouvrageux sur la partie basse, donc qui prend l'intégralité de la contrainte des 3000 m² de voile sur une partie relativement petite en fait. Il y a également Yves Parlier, donc avec le projet qui s'appelle Beyond the Sea, donc au-delà de l'eau, donc qui développe également des kites. Mais, bon, je l'ai mis dans les industriels, c'est pas vraiment industriel là, pour le coup, mais il est très sympa, donc voilà, on lui fait de la pub. Hein. Donc les conclusions sur les différents acteurs, c'est que toujours aujourd'hui, il y a pas mal de navires anciens qui peuvent faire du transport, hein, transport décarboné, mais c'est peu rentable, oui, mais on verra tout à l'heure que la rentabilité, il faut peut-être regarder les choses différemment, mais c'est pas toujours très sûr quand même en termes de sécurité pour les marins, et c'est pas ultra efficace, hein, simplement par le design des bateaux. Il y a des navires modernes donc en banc d'essai, donc on les a vus, hein, ce sont des démonstrateurs qui permettent de faire des tests sur pas mal de systèmes. Il y a Grand Sail évidemment, donc nous on a 6 ans d'expérience maintenant, on a validé le fonctionnement d'un Grand Sail 1 qui nous a permis d'apprendre tout ça. Donc on sait beaucoup plus maintenant de quoi on parle qu'il y a 6 ans évidemment, c'est ça un peu l'expérience. Et beaucoup de projets qui sont voilà, des projets qu'on peut montrer comme ce soir sur un PowerPoint, mais voilà, il faut réussir à transformer l'essai, c'est ça qui est peu évident. Il y a beaucoup de technos qui se développent. Il n'y a pas que les gréements type Marconi, tels que ceux qu'on a, donc des gréements classiques avec un mât, des haubans, de la voile souple. Il y a beaucoup d'autres façons de se propulser par le vent. Et donc c'est quand même pas mal de voir de gros industriels être capables d'investir là-dedans. Je pense principalement à Airbus et Michelin, et il y en a d'autres, hein, qui devraient, je pense à terme, permettre à des gros navires d'avoir des systèmes de plus en plus efficaces pour se propulser. Mais bon, toujours à la limite de hauteur dont je vous parlais tout à l'heure, des mâts de 400 mètres, ça on ne saura pas faire. Donc, la filière se développe, donc ça c'est très bien, il y a pas mal d'événements à droite à gauche, celui de ce soir en fait partie, mais on se heurte quand même au surcoût du transport vélique. Et donc je voulais vous parler principalement de ce qu'est ce surcoût, en commençant par le coût du pétrole. Si vous prenez une bouteille d'1 litre de pétrole, donc dans 1 litre de pétrole, vous avez 10 kWh. 10 kWh, c'est quoi? Si vous devez produire ça avec vos jambes en pédalant sur un vélo, vous allez produire 100 watts de puissance instantanée, donc 100 Wh. Donc pour produire 10 kWh, il faudra que vous pédaliez 5 heures par jour sur un vélo pendant 3 semaines, week-end compris. Donc juste pour 1 litre de pétrole. Et pour un plein de voiture, donc admettons 50 litres, vous allez pédaler 3 ans. C'est long. Et même juste les 3 semaines pour 1 litre, c'est très très long. Donc là, on comprend une chose, il y a un truc magique dans le pétrole, c'est que l'énergie est extrêmement concentrée et que c'est donc diaboliquement efficace. Le deuxième tour de magie, c'est qu'après avoir pédalé pendant 3 semaines, 5 heures par jour, je viendrai vous payer quand même, parce que c'est normal, et donc je vous donnerai 2 euros au bout de 3 semaines, parce que 2 euros, c'est le coût d'un litre d'essence. Et donc avec cette simple remarque, en fait, on comprend que non seulement le pétrole est évidemment très efficace, ça je pense que tout le monde l'a compris, mais que surtout il coûte que dalle. Ça coûte vraiment très peu cher, c'est quasiment gratuit en fait. Et quand on a du mal à se payer un plein pour sa voiture, c'est pas que le pétrole est cher, c'est un problème de pouvoir d'achat. Ce sont deux choses totalement différentes. Mais objectivement, aujourd'hui, le pétrole coûte rien. Et donc c'est ce qui a permis de développer notre économie de façon exponentielle en un peu plus d'1 siècle. Ça me permet de parler dans ce micro, ça m'a permis de prendre un café tout à l'heure, mon pantalon, la salle ici, le projecteur, ton téléphone, là, tout ça c'est pétrole à 85% à peu près. Et c'est ça aujourd'hui la problématique qu'on doit réussir à adresser, c'est de réussir à changer ce modèle. C'est évidemment peu évident. Donc, quand on utilise des navires à voile, donc on décarbone très efficacement, et le coût du transport est quand même supérieur.
Aujourd'hui, il faut savoir que les conteneurs qui traversent l'Atlantique, on prend un 40 pieds par exemple, c'est un conteneur qui fait à peu près un peu plus de 12 mètres de long. Vous traversez pour 1000 $ à peu près l'Atlantique sur un transconteneur. Alors, il y a 3 ans, au pic Covid, là, quand ça consommait à bloc, là, c'était monté à 14 000. Donc là, c'était un peu la kermesse et la fête du tutu pour CMA, CGM, Merckx et compagnie. Donc ils ont chargé les caisses de façon assez incroyable. CMA, ça fait 14 milliards en très peu de temps. Donc ça a été très très bien pour eux. Mais aujourd'hui, évidemment, la fête est finie. Donc à 1000 €, ils perdent pas mal d'argent tous les jours. Et c'est ça le cycle économique en fait du transport maritime. C'est un peu les montagnes russes. Donc aujourd'hui, si on prend ces 1000 € qui permettent à un conteneur de 40 pieds de traverser l'Atlantique, on est à peu près 10 fois plus cher, donc 10 à 15 fois plus cher avec un système vélique qui décarbone totalement comme le Grand Sail 2. Donc on se dit waouh, c'est quand même embêtant, mais si on rapporte ça au coût unitaire d'un produit, pour une tablette de chocolat, je prends un exemple que je connais, qui serait transportée, donc avec ses matières premières transportées avec un Grand Sail 2, le surcoût du transport à la voile, c'est 6 centimes par tablette. Donc en fait, c'est pas vraiment un problème. Donc, il faut regarder le problème avec un peu plus de hauteur et se dire que le surcoût du transport à la voile, il est sans doute absorbable, à condition qu'on transporte encore pour l'instant aujourd'hui des produits qui aient un minimum de valeur ajoutée. Voilà. C'est ça aujourd'hui la seule solution qu'on peut trouver. Mais si on transporte, je ne sais pas, des graviers ou des sacs de riz, unitairement au kilo transporté, la valeur sera beaucoup plus faible évidemment, et donc l'impact prix du surcoût du transport à la voile sera beaucoup plus important. Mais après, est-ce qu'on doit continuer pour justifier d'avoir toujours des faibles coûts de transport maritime, de continuer à utiliser le pétrole de façon aussi massive? Vaste question, vous y réfléchirez, et c'est toute la problématique évidemment. Donc Grand Sail 2, donc j'ai mis des détails qui n'en sont pas, parce qu'en fait la décarbonation, je me disais tout à l'heure, il ne suffit pas de mettre des voiles sur un navire pour décarboner, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc la longueur maxi, je vous disais 52 mètres pour être capable en fait de rester pur voilier. La carène du navire, c'est la première chose en fait qu'on regarde. Lorsqu'on construit un navire à voile, on doit être très performant sur la conception de la carène. Donc là, on utilise énormément de modèles informatiques qui nous permettent de simuler en fait les écoulements hydrodynamiques sur la coque pour avoir un avancement qui soit le plus efficace possible et avoir des plans anti-dérive qui empêchent en fait le dérapage du bateau. Après, donc voilà, les plans anti-dérive, j'en parle. Donc on a sous ce navire donc une quille qui descend donc avec un voile de quille efficace qui fait les plans anti-dérive et 40 tonnes de plomb, donc tout en bas à 6 mètres. C'est ce qui permet, avec les ballasts, d'assurer la stabilité du navire. C'est un gréement performant, je dis tout temps, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre des riz, comme sur un voilier classique. On peut prendre 3 riz sur chaque GV, on peut rentrer donc les voiles d'avant. Si on n'est pas capable de prendre des riz sur un navire, ce qui est le cas de navires qui sont uniquement équipés de voiles à enrouleur, type TOWT par exemple, à partir de 30 nœuds, vous ramassez tout parce que vous allez en fait tout exploser. Donc à partir de 30 nœuds, vous ne pouvez plus naviguer à la voile. Donc c'est pas un détail en fait la prise de riz. On a un navire donc, qui est très fortement isolé. On a des cales donc, dans le bateau qui peuvent transporter des vins, y compris des vins relativement chers. Donc on a construit finalement une cave à vin flottante à la voile qui est très isotherme, donc avec un degré d'isolation extrêmement poussé et une ventilation double flux comme dans une maison passive. Donc on a construit en fait une sorte de navire passif
qui également pour le chauffage donc, des parties habitables, ça c'est le dernier point, utilise même une chaudière bois à pellets, donc voilà, on a poussé l'exercice relativement loin. Et on a des hydrogénérateurs de forte puissance sous la coque qu'on a conçus, qui sont en train d'être terminés, ce sont 2 prototypes, qui permettent à 9 nœuds de sortir à peu près 4,5 à 5 kW unitaires, donc 10 kW de production 9 nœuds. Et si on monte à 14-15 nœuds, on arrive vite à 16 ou 17 kW de puissance unitaire, donc c'est très efficace en termes de production d'énergie. C'est le principal moyen en fait pour produire l'énergie du bord, hein, ces hydrogénérateurs. Et on a des panneaux solaires qui produisent également l'énergie. Donc les voiles pour faire avancer le navire et pour décarboner ce qu'on appelle l'hotel load, donc c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour le propre fonctionnement du bateau, on a également décarboné tout ça. Donc c'est ce qui donne de la performance. Donc les résultats sont des records clairement mondiaux hein, de faible émission. Donc on est à 1,8 g à peu près sur ce programme-là, donc par tonne et par kilomètre, versus les 20 grammes qui sont la moyenne du transport habituel. C'est un navire rapide, transat en 15 jours, qui peut naviguer dans du très gros temps, avec un hotel load donc quasiment nul. Des marchandises parfaitement arrimées. On a utilisé un vieux système qui s'appelle les bardis. Il y avait ça dans certains vieux bateaux. Ce sont des cloisons verticales, simplement, sur lesquelles on cale les palettes. C'est très simple et ça marche très bien, donc ça c'est le meilleur système. Ça. Contrôle d'humidité et température en cale, donc on est capable de monter ou descendre la température en fonction des besoins, et donc de contrôler l'hygrométrie. Donc c'est la fameuse cave à vin à la voile. Et c'est également ce qui intéresse quelques-uns de nos clients. On peut faire de l'événementiel sur ces bateaux, donc quand on arrive... à Brooklyn, face à Manhattan, dans la Marina 115, le bateau peut servir aussi à accueillir des clients, tout ça. Et très clairement, ils adorent ça. Et nous, on trouve ça rigolo aussi, donc c'est pas mal. Voilà, et donc décarbonation à 95%. Et donc toute cette liste, hein, c'est pour ça la conclusion, elle est importante. Il ne suffit pas de mettre des voiles sur un navire pour décarboner. C'est beaucoup plus complexe que ça. Là, sur des aspects encore plus techniques, parce que la question avait été posée, donc sur les normes à respecter. Donc, alors on n'est pas ISM parce qu'on est en moins de 500 UMS, donc moins de 500 tonneaux pour faire court, mais en fait on respecte ces normes ISM parce qu'elles sont très pratiques pour gérer les problèmes de sécurité. On respecte les règles de classe, hein, 222 à 215, alors ça c'est pour les insiders, il faut connaître toutes ces règles-là, mais c'est vraiment un navire conçu avec toute la réglementation marine marchande. Donc on est croix de Malte, coque et point machine, donc certifié Bureau Veritas. Et c'est un général cargo ship, donc c'est vraiment un cargo au sens très normal du terme. On n'est pas restreint en navigation, on a des systèmes automatisés de suivi des machines. La société de classe, c'est le BV. On a affaire aux affaires maritimes, évidemment. On est de pavillon RIF, je le disais tout à l'heure. On utilise des capitaines illimités ou du capitaine 3000 pour commander ces bateaux, du chef machine 3000 kW, des OCQP, officier chef de quart passerelle, et du matelot qui a du CIN. Voilà, c'est pour ceux qui pensent qu'en ayant fait trois ronds dans l'eau sur un navire à voile, c'est bon pour embarquer sur Grand Sail. Non, c'est un vrai cargo, il faut les diplômes. Voilà. Quelques photos pour illustrer. Voilà, donc ça c'était c'est Grand Sail 2, donc sur Ho Chi Minh. Donc, vous voyez les cales, par exemple, à l'intérieur. Ça c'est un détail assez sympa. Donc les bardis, on voit donc ces cloisons qui permettent de maintenir là dans un couloir donc une palette d'un côté, une palette de l'autre, et au milieu un coussin gonflable qui permet simplement de caler les palettes. Donc quelles que soient les conditions de mer, on l'a expérimenté sur Grand Sail 1, ça ne bouge pas. Là c'est d'autres photos. Et voilà, c'est fini.
vous avez des questions, ne gênez pas. Donc là, vous parlez du bilan carbone du fonctionnement du bateau, et je me demandais quel était le bilan carbone de la production, de la fabrication de vos bateaux. Ouais, la fabrication en fait représente sur une vie en fait d'un navire, à peu près c'est une moyenne en fait qu'on prend, ça représente à peu près 10% donc de l'émission carbone en fait du navire. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle on utilise de l'aluminium, c'est très facilement recyclable. Mais il y a des limites également à l'exercice, c'est-à-dire que par exemple pour les mâts, on a dû construire donc des mâts en carbone parce que les niveaux de charge sur ce type de navire, donc très lourds, ce sont des navires de charge, ne permettaient pas d'utiliser de l'aluminium. L'aluminium aurait plié en fait sous l'effort. Donc c'est là où on voit que ça devient toujours un peu plus compliqué que ce qu'on imagine, parce que le carbone est moins facile évidemment à recycler que l'aluminium. C'est possible, hein, mais c'est plus compliqué. Les niveaux de charge vous ont imposé de prendre deux mâts carbone. Voilà. Mais en tout cas, voilà, 10%, le système, par exemple pour les éoliennes, c'est la même chose. On estime qu'en un an et demi, en fait, l'éolienne, par son fonctionnement, donc a remboursé sa dette environnementale. Donc c'est assez classique en fait finalement. Ouais. Ouais, il y avait un monsieur derrière. Alors je prends une hypothèse optimiste. On vous nomme conseiller principal pour décarboner le transport maritime dans sa globalité. Qu'est-ce que vous proposez? Je commencerai sans doute pas d'ailleurs par donner des conseils sur la façon de décarboner la flotte. Je préférerais d'abord m'attacher aux émissions et à forcer en fait à revoir notre modèle économique globalisé. Donc ça passe pour moi d'abord par une relocalisation de tout ce qu'on peut relocaliser en France. Ça c'est plus efficace. C'est comme l'idée d'aller rechercher des déchets plastiques en mer. C'est très bien, certes, mais il vaut mieux empêcher ces plastiques d'arriver dans la mer. Donc il vaut mieux s'attacher aussi à la cause qui génère ces problématiques. Et donc on peut décarboner très efficacement sur des programmes comme les nôtres, mais je vous l'expliquais tout à l'heure, plus ça grossit, plus c'est compliqué. Et après, on peut envisager donc d'utiliser des biodiesels, par exemple, des biocarburants, enfin, ils n'ont rien de bio, pardon. Tout le monde les appelle biocarburants, mais en fait ce sont des agrocarburants déjà. Mais à un moment donné, il faudra vider aussi les assiettes, parce qu'on ne peut pas et se nourrir et produire des agrocarburants. Donc aujourd'hui, beaucoup en fait comptent là-dessus, parce que très clairement, ils sentent qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions efficaces pour ça. Donc le Vélic a très clairement le vent en poupe actuellement, ça se développe beaucoup. Mais comprenant vite qu'il reste, par rapport aux objectifs de l'OMI, un énorme trou dans la raquette, tout le monde se jette sur les agrocarburants. Sur également l'hydrogène, sur quelques autres systèmes. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc il faudra réaliser des arbitrages. Donc si je voulais être sincère et objectif, la première chose que j'essaierai de faire, c'est de relocaliser, de changer sans doute aussi les modes de consommation, parce que tout ça, en fait, c'est nous. Hein. Il ne faut pas se mentir, évidemment, à nous-mêmes. Et vaste programme. Est-ce que l'être humain est fait pour être en capacité de gérer ce type de problématique? Vous connaissez peut-être le bug de l'être humain. Hein, c'est nos hormones en in sont bien plus puissantes que notre cortex. Et quand on vous propose par exemple un voyage aux Seychelles, vous dites ce serait cool, j'aimerais quand même vraiment bien y aller. Et là, les hormones du plaisir font leur job. Et puis il y a le cortex qui dit de l'autre côté, ouais, mais si tu y vas, tu vas émettre du CO2 et tu vas faire un jour que tous ces endroits-là n'existeront plus, ouragan, élévation du niveau de la mer, etc. Mais généralement, les hormones en in gagnent. Et c'est tout le problème en fait de l'être humain. Est-ce qu'on est fait pour gérer ce qui est en train de nous tomber sur la figure aujourd'hui? Je ne sais pas. J'ai un gros doute.
Deuxième question. Une question subsidiaire. On est addict au pétrole, mais enfin bon, les addictions, ça se traite. Ça peut se traiter. Mais combien de passagers vous prendrez à chaque voyage? Alors, on ne prend pas de passagers parce que, là, je vais être un peu dur, mais les marins aguerris que j'utilise disent que les passagers, c'est de la marchandise trop fragile. Ça se plaint, ça vomit, ça bouche les toilettes. Et objectivement, blague à part, on a nos 2 places pour nos marins en formation en permanence qu'on fait tourner. Et ça, ce sont des places qui valent cher quelque part. Et on a limité donc, le volume de ce bateau donc, à 500 UMS pour des questions de réglementation, d'économie, d'efficacité. Et voilà, on n'a pas de place pour les passagers. Même moi, j'ai jamais fait une transat encore. Hein. J'en ferai, j'espère, une un jour, mais pour l'instant, c'est ça. Un jour peut-être. Oui. Les Grand Sail 3 et 4 seraient des copies du 2. Oui, ce seront des sister ships, parce qu'on a passé beaucoup de temps sur la conception du Grand Sail 2. Et ce serait un peu bête de construire autre chose, hein, vu que c'est plutôt très efficace. Donc là, on gagnera en temps de construction et également un peu en économie, sans doute. Ouais. Et comme vous l'avez dit, on ne peut pas faire plus grand tout en émettant si peu de CO2, quoi. Ça devient de plus en plus difficile, en fait. Peut-être que c'est possible encore de monter en hauteur de mât, mais nous, ça nous suffisait. On s'est dit qu'au-delà, ça devenait un peu rock'n'roll. Pas mal d'architectes m'ont dit, lorsque je leur disais que je voulais vraiment faire un pur voilier, que non, je m'embêtais, qu'il fallait faire un 50 comme on fait tout le temps, donc il y a des bateaux hybrides, hein, moteur et voile, mais non, j'ai vraiment tenu à ce qu'on développe ces programmes-là, et quand je vois les objectifs de l'OMI, si on veut être honnête par rapport à ça, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Mais sur des bateaux beaucoup plus grands, je ne suis pas plus doué que d'autres pour améliorer les choses aussi. Sur TWT, j'aurais pu faire, je pense, beaucoup mieux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est juste une question technique, oui. À niveau bateau. Quel genre de moteur vous avez à bord? Sur les 1 et sur les 2, quel kilowattage? Sur le premier, on a un moteur Nani de 115 chevaux, donc c'est un tout petit bourrin, donc voilà, c'est très petit. Hein, donc ça nous permet d'étaler des vents de face de 30 nœuds sans trop de problèmes. Mais c'est un dimensionnement qu'on trouve sur, par exemple, les goélettes, la Belle Poule, etc. Elles ont du 300 kW, je crois, et donc ça correspond en fait en proportion à ce que nous on a mis. Sur le Grand Sail 2, on est sur un 450 kW. Donc là c'est pareil, en fait, c'est très petit, là c'est un moteur Baudouin. Voilà, des moteurs très connus dans le monde de la pêche, ouais. On a eu beaucoup d'emmerdes avec, ouais. Comme quoi. Mais voilà, pareil, très petit moteur pour un bateau qui peut être en charge à 600 tonnes. Donc, mais nous, on s'en sert pas, donc on s'en sert juste pour sortir et rentrer dans le port, donc on n'a pas besoin de plus en fait. Mais on a des hélices par contre très, très performantes qui permettent de limiter les effets de sillage évidemment et d'avoir de la performance avant-arrière. On a tapé 9 nœuds 5 en marche arrière pendant les essais, donc c'est rapide. Ouais. C'est un peu chaud d'ailleurs. Il fallait bien tenir la barre. Et pour revenir du Vietnam, vous étiez sur une nage, vous étiez en remorque? Ah, moteur. Pas de tour de magie non plus là-dessus. Ça nous a pas plu, hein, très clairement. On a préféré revenir à la voile, mais objectivement, expédier 2 mâts de 50 mètres en carbone monobloc au Vietnam, pays qui n'a jamais monté un seul mât de sa vie, de cette taille-là, c'était un niveau de risque imprenable en fait. Et donc on a fait ce sacrifice pétrole pour ramener le bateau. Voilà. On espère en fait à terme, très clairement, c'est décevant de ne pas pouvoir construire en France plus que ça. Et il n'y a pas que l'industrie navale qui est concernée par ça, mais dans le naval, à part les bateaux de guerre, aucun bateau est construit en France. Aucun. C'est un peu gênant, quoi. Mais c'est une réalité, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Du coup, les suivants, ils sont
On verra, pour l'instant, c'est pas décidé. On essaye de trouver des alternatives, mais Grain-Sail n'est pas capable en fait de changer le monde à lui tout seul et de forcer des chantiers à faire des travaux pour être en capacité de le faire facilement. Ouais. Tout n'est pas faisable. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Très bien.